quel avenir pour les maths en Tunisie? Professeur Larousse était enseignant à l'INIT. Il a occupé le poste de conseiller de ministre et par ailleurs, il a travaillé dans d'autres domaines liés à l'informatique et l'Internet. Monsieur Larousse, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie M. Abdelhamid qui est à travers Facebook parce qu'il s'est rendu compte que je m'intéressais aux mathématiques justement sur ma page, sur mon profil Facebook. Je m'intéressais aux mathématiques parce que c'est en quelque sorte quelque chose qu'on n'a pas dit peut-être, mais c'est aussi une passion. Ça peut être une mathématique. C'est bon? Donc, tout à l'heure, on disait que l'IA pouvait concurrencer les mathématiciens. Donc, je vais commencer par une citation de Stéphane Banach. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: un mathématicien trouve des analogies entre les théorèmes. Un meilleur mathématicien entre les démonstrations. Le mathématicien ultime entre les théories. Jusqu'à l'analogie entre les analogies. Donc le meilleur mathématicien, il trouve des analogies entre les analogies, l'ultime mathématicien. L'IA, elle permet de faire des choses en mathématiques, mais je ne sais pas encore jusqu'à quel niveau elle arrive. C'est peut-être pas encore l'ultime mathématicien. Peut-être que ce sera un jour, mais je ne pense pas. Pour revenir à notre sujet. Alors, quel avenir? Le titre, c'est Quel avenir pour les mathématiques en Tunisie? En fait, c'est certainement la question qui nous réunit aujourd'hui, mais je pense que c'est surtout une inquiétude face à ce qu'on voit vis-à-vis de ce qui se passe pour le nombre d'élèves qui se trouvent maintenant dans les sections mathématiques dans les lycées, qui risquent de nous amener à une pénurie d'enseignants de mathématiques dans quelques années, si ça continue. En fait, l'importance des mathématiques à l'ère de l'IA, on parle toujours d'IA, mais depuis l'apparition de ChatGPT en novembre 2022, qui a révélé au grand public la puissance presque miraculeuse de l'IA générative, la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces applications. Mais évidemment, ChatGPT, tout le monde peut l'utiliser. On a tout de suite la réponse. Évidemment, la réponse est toute simple. Derrière tout ça, il y a beaucoup de mathématiques. Derrière les modèles. Donc, mais à part les mathématiques, il y a aussi évidemment autre chose. Il y a les calculateurs très puissants, il y a les bases de données, les données massives, etc. Mais il y a beaucoup de mathématiques. La question est de savoir, est-ce qu'on a besoin d'être tous des spécialistes de conception de modèles? Bon, pour faire de l'IA en général, on n'a pas besoin. Même pour construire des modèles à partir de briques existantes, on n'a pas besoin de faire des mathématiques. Maintenant, il y a des bibliothèques comme Python, etc. Il suffit d'assembler et vous avez votre application sans utiliser, sans aller... Bon. Quand est-ce qu'on a besoin de faire des mathématiques? Lorsqu'on veut concevoir à partir de zéro un modèle. Là, on a besoin justement de l'algèbre linéaire, de l'analyse vectorielle, etc., calcul différentiel, optimisation, etc. Donc, quel est le lien entre notre sujet et l'IA? Évidemment, l'IA, c'est partout, donc en particulier en mathématiques, que ce soit au niveau de l'usage des mathématiques pour concevoir des modèles IA, ou bien de l'apport de l'IA aux mathématiques. En fait, c'est comme l'informatique et les mathématiques. En fait, l'informatique, c'est d'abord venu comme en quelque sorte un mariage entre les mathématiques et l'électronique, etc. Et puis l'informatique, elle soutient les mathématiques pour le calcul numérique, pour l'analyse numérique, etc. Il y a évidemment un cercle vertueux entre les différents domaines. Maintenant, donc, je reviens au sujet. Pour faire de l'IA basique, on n'a pas besoin de beaucoup de mathématiques. Mais si on veut vraiment maîtriser le fond de l'IA, on a besoin de faire beaucoup de mathématiques et des mathématiques très poussées. C'est pour ça qu'on a besoin de cette... Donc là, je reviens au texte. Toutefois, la maîtrise des mathématiques devient essentielle au niveau de la conception.
Donc là, peut-être que le mot-clé ici sur lequel je veux insister, c'est le mot innovation. Être utilisateur, c'est toujours facile. Mais innover, c'est ça le plus difficile. Et c'est là que, vous voyez, la Chine, par exemple, tout d'un coup, il y a comment il s'appelle, DeepSeek, qui est apparu. Tout d'un coup. On ne croyait pas, là, je me rappelle d'un mot de François Bayrou à la télévision, qui venait dire il y a eu un événement exceptionnel qui s'est passé hier, il y a quelque chose qui est sorti qui s'appelle DeepSeek, qui concurrence le ChatGPT. Alors qu'ils se taisaient, les Chinois, ils travaillaient tout simplement en silence et ils sont sortis à... C'est pas quelque chose de... C'est innovant, c'est quelque chose... D'ailleurs, par la suite qu'il est moins gourmand en énergie, etc. C'est un autre modèle. C'est un modèle qui est créé à partir de zéro. C'est pas Et là, c'est justement ça, maîtriser l'IA. C'est pas l'utiliser comme ça pour faire... Maintenant, sur Microsoft, vous avez Microsoft Learn, vous avez des briques, vous pouvez les assembler, vous pouvez faire un modèle IA. Tout le monde peut le faire. Pas la peine d'être un mathématicien, ni même informaticien. Il suffit d'aimer faire ça, de passer beaucoup de temps sur ça, on peut faire des... Donc là, le mot-clé, c'est l'innovation. Et l'innovation est source de souveraineté, d'ailleurs. Parce que si on n'innove pas, si on ne maîtrise pas les sources, on ne peut pas créer des modèles propres. Donc pour la souveraineté, il y a la maîtrise et il y a les données. C'est l'autre moteur de l'IA, c'est les données. Donc il faut maîtriser, avoir les données, il faut sécuriser les données. Ce sont les deux éléments clés de l'IA. Et plus, évidemment, les calculateurs très puissants et l'énergie, parce que c'est très gourmand en énergie, donc il faut disposer de l'énergie. Bon, revenons aux mathématiques. Donc là, j'en suis dans le premier point, mathématiques et IA. Donc oui, les mathématiques, c'est bon pour l'IA, mais ce n'est pas suffisant. Et les mathématiques, ce n'est pas uniquement l'IA au niveau logiciel. Comme je l'ai demandé à une intelligence artificielle, les mathématiques sont présentes partout dans la chaîne de valeur de l'IA, à partir des mines. On a parlé des mines tout à l'heure, parce qu'il faut utiliser les matériaux rares, à partir des mines jusqu'à la conception des puces, etc. Partout, il y a des mathématiques. À un certain niveau, ça c'est au niveau supérieur des mathématiques, mais basiquement, quelles sont les mathématiques dont on a besoin? Comment je peux naviguer avec... Voilà. Revenons donc aux mathématiques en Tunisie en 2025. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, on en a parlé tout à l'heure, il est un peu alarmant parce que, vous voyez, en 2014, il y avait 13% d'élèves dans les sections au niveau du bac, section mathématiques. La chute commence à partir de 2014. 13%, 11% en 2018, et là, on est à 5,4% en 2025. Si on continue sur cette courbe-là, ça va disparaître dans quelques années. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut faire quelque chose pour changer cette situation. Donc ça, c'est le premier point. Problème quantitatif. Avec le problème quantitatif, il ne faut pas qu'il nous cache le problème qualitatif. Parce que s'il y a 5,4%, je suppose que parmi les 5,4%, il n'y a pas les meilleurs qui ont vocation à faire des mathématiques. Je ne sais pas si vous saisissez mon raisonnement. Parce que ceux qui ont vocation à faire des mathématiques, pour garantir leur avenir, ils vont faire d'autres sections. Parce qu'ils savent que s'ils vont vers la section maths, à l'orientation, ils seront bloqués. Donc, les meilleurs potentiellement à faire des maths vont ailleurs. Donc, on va perdre en qualité. On perd en quantité et on perd en qualité. Donc, cette perte au niveau de la qualité me semble la plus dangereuse. Outre l'impact que cela peut avoir sur la recherche et l'innovation, elle peut engendrer un cercle vicieux, puisque les cohortes d'étudiants qui vont faire des maths seront privés de beaucoup de ceux qui ont la vocation, mais qui auraient choisi un autre chemin. Évidemment, ceux qui vont aller faire des mathématiques, ils sont appelés ensuite à être des enseignants.
Alors qu'en fait, ils sont allés faire des mathématiques par obligation, pas par choix, par vocation. Pourquoi en sommes-nous là? Pourquoi on est arrivé à cette situation? Moi, j'ai relevé, je ne sais pas, 4 points. Bon, c'est difficile de parler en fin de journée parce que je suppose que tous les points ont été évoqués. L'orientation universitaire, qui défavorise ceux qui choisissent la section maths. La didactique des mathématiques, comment on enseigne les mathématiques. La perception des maths dans l'imaginaire collectif. Dès que vous parlez de mathématiques, c'est un monstre dans la société. Hein, c'est pour les parents, il faut les cours supplémentaires, il faut etc. parce que c'est difficile. C'est une perception, en fait, c'est pas vrai, mais c'est une perception sur laquelle il faut trouver des solutions. L'organisation de l'enseignement en général, bon, parce que le problème de l'enseignement en Tunisie, c'est pas uniquement, c'est un enfant, mais il y a un problème, au sein de ce problème-là, c'est encore. Pour quelle raison? Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des enfants ou des petits-enfants dans les écoles, ça commence en arabe, primaire, c'est en arabe pour la littérature et c'est en lettres latines pour les formules. Collège, 7e, 8e, 9e, vous avez double écriture. En arabe pour tout ce qui est texte et en lettres latines et de gauche à droite pour tout ce qui est formule. Parfois, pour lire inférieur, vous ne savez pas comment la lire, si c'est à gauche à droite ou si c'est à droite à gauche. Donc ça introduit une confusion pour les élèves. Je ne sais pas qui a inventé ce système, mais ça existe. Maintenant, c'est comme ça. Et puis, on passe au lycée, ça devient en français. Alors, on passe une année à tout refaire en français. Ils ont tout fait pour que les élèves haïssent les mathématiques. Tout a été fait. Ils n'ont rien laissé. C'est une souffrance pour les élèves et pour les parents. Parce que les parents, lorsqu'ils voient leurs enfants avec le résultat, ils se demandent qu'est-ce qui arrive. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai écrit dans un post Facebook, si un élève quitte l'enseignement de base indemne, c'est un miracle en Tunisie. C'est très difficile de s'en sortir du système avec tous ces problèmes-là. Avec le temps scolaire, avec à l'école, c'est infernal. Bon, le 4e point, c'est la mentalité. Elle est notre colonisateur, la France, évidemment, qui fait un clivage entre formation scientifique et formation littéraire. Alors, dès le lycée, toujours, on classe les gens. Celui-là, il est sciences. Alors, c'est pas vrai. À mon avis, il n'y a pas de barrière entre scientifique et littéraire. D'ailleurs, ça vient d'être dit. Si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas faire des mathématiques. Parce que d'abord, il faut comprendre la leçon, comprendre les questions par la suite. C'est essentiel pour faire de la science. D'ailleurs, lorsqu'il y avait des savants musulmans, ils faisaient la philosophie, la médecine, la science, etc. Il n'y avait pas de séparation. Cette séparation, je ne sais pas d'où elle vient, elle ne doit pas exister. Donc, mais ça, évidemment, c'est au long terme. On ne peut pas, avec un... C'est culturel dans la société. Alors, pour ne pas rester sur une note négative, des idées de solutions. Bon, c'est bien de poser les questions, mais il faut essayer de proposer des solutions. À très court terme, il y a des solutions qui sont à très court terme. L'orientation universitaire, c'est quelque chose qu'on peut modifier instantanément. Donc l'année prochaine, on peut sortir un guide d'orientation avec... Ça aura des répercussions dans 4 ans. Parce que déjà, ceux qui sont déjà orientés vers c'est toujours comme ça dans l'éducation. Une mesure prise aujourd'hui, elle aura ses retombées dans quelques années. Donc dans 4 ans, on pourra
Si on change aujourd'hui le guide de l'orientation, dans 4 ans, on pourra avoir plus d'élèves dans les sections maths. Ça, c'est le premier point. À moyen terme, renforcer la formation en didactique des maths pour les enseignants du primaire et du secondaire. En Tunisie, on a toutes les structures qu'il faut. Nous avons un institut spécialisé en formation continue, l'ISEFC, qui est au Bardo, l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue, qui est d'ailleurs sous la tutelle de l'Université virtuelle de Tunis, et qui peut être associé pour former les enseignants pour l'enseignement des maths. D'ailleurs, il s'est fait du très bon travail. Introduction évidemment de nouvelles méthodes d'apprentissage, la scénarisation des cours. Maintenant, la scénarisation des cours, à l'UVT, ça se fait. La scénarisation des cours, numérisation, mais plus que numérisation, des quiz, des exercices interactifs, etc. S'inspirer de la méthode de Singapour, ça a été dit ce matin, parce que c'est une méthode qui consiste donc à rapprocher les concepts abstraits des applications quotidiennes. Une autre suggestion, c'est, je ne propose pas un cours sur l'histoire des mathématiques, mais il faudrait peut-être que dans la didactique, que l'enseignant donne des flashs historiques. Et je donne un exemple. Moi-même, je ne le faisais pas. Le logarithme, c'est pas du ciel. Le logarithme, ça a été créé, inventé, pour faciliter. Pourquoi? Parce que les astronomes avaient besoin de faire beaucoup de multiplications. Et donc, on a inventé le logarithme qui transforme la multiplication en addition. Donc, lorsque vous introduisez cette notion de logarithme aux élèves, aux étudiants, ils ne comprennent pas d'où ça vient, cette notion de logarithme. On peut donner un petit flash pour dire que ça résout un problème réel, en fait. Les aberrations, en fait. Il faut apprendre aux enseignants d'être un peu... de comprendre la situation de l'élève, de l'étudiant. On injecte des notions que l'humanité a pris des milliers d'années pour inventer. Le zéro, par exemple. C'est pas facile, le zéro, de l'expliquer à un enfant. L'utilisation des lettres dans les équations, A, B, C, X. Quand est-ce qu'on a introduit les lettres? C'est Descartes, je pense, qui a introduit les lettres dans les équations algébriques. Après Khawarizmi, je crois, le X est d'origine arabe. En fait, c'est Shape X qui est passé par l'Andalousie, devenu X, mais c'est pas très loin, en fait. Mais le X, quand on l'enseigne en 8e année, je pense, de base, c'est abstrait pour l'enfant. C'est quoi ce X qui devient un nombre? Donc, il faut comprendre la situation de l'élève. Il doit absorber des connaissances de milliers de siècles en quelques séances de cours. Et ça, l'enseignant doit en être conscient. Bon, il me reste 1 minute. Donc là, c'est des propositions, réforme de l'enseignement primaire, du primaire au secondaire, notamment celle de l'enseignement des maths, avec en priorité l'indication de l'unification de la langue d'enseignement des maths du primaire jusqu'à l'université. Une seule langue. Choisissez n'importe laquelle, mais une seule langue, s'il vous plaît. Travail sur les mentalités, etc. Pour la conclusion. Alors, je conclus en répondant à la question posée dans le titre de cet exposé. Donc, j'ai posé une question, je vais essayer de répondre. Quel avenir des mathématiques en Tunisie? Ma réponse est sans excès d'optimisme que l'avenir des maths en Tunisie sera radieux. Pourquoi? Il n'y a qu'à se tourner vers l'histoire récente de la Tunisie. Fraîchement sortie du colonialisme, la Tunisie a donné à la communauté mathématique mondiale de brillants mathématiciens. Tout le monde connaît Mohamed Salah Bawandi, né en 1937, c'est-à-dire 19 ans. Il avait 19 ans lors de l'indépendance, élève au collège Sadiki, avant de poursuivre la carrière que vous connaissez. Abbas Bahri, né en 1955, quelques mois avant l'indépendance, et qui aussi a eu une carrière fulgurante à l'international. Alors si, à l'orée de l'indépendance, dans la situation où se trouvait la Tunisie, on a pu donner de grands mathématiciens, aujourd'hui, 60 ans ou plus après l'indépendance, je pense qu'on est capable de donner l'effort, de donner de grands mathématiciens.
Alors la conclusion, c'est certes, la base se rétrécit, mais il y aura toujours des jeunes pour reprendre le flambeau, soutenus par des moins jeunes qui aiment les maths et aiment la Tunisie. Cette belle assemblée en est un vif témoignage. Merci pour votre attention. On vous remercie, professeur Larousse, et donc on vous invite à une pause café et après on va passer à la discussion des 3 conférences. Merci.